La dégringolade de François Hollande, ça ne s'arrête plus. Une semaine plus tard, dans son camp, c'est un peu sauf qui peut en ce moment, les grandes voix. Les couteaux sont sur la table. D'abord, un premier tour de table. Est-ce que c'est une première? Sous la Ve République, le président sortant n'est plus le candidat naturel de son camp, Charles Villeneuve. Oui, enfin, presque plus personne ne le croit, sauf lui. Je pense que lui considère, et je pense qu'il a raison, qu'il est le candidat naturel puisqu'il est légitime, il est le président de la République. Il y en a qui espèrent pour les Français une identité heureuse. Lui est en train de vivre, je crois qu'on peut le dire, une agonie heureuse. Une agonie heureuse. Oui, parce que il est... Ça ne lui plaît pas comme situation quand même. Je crois qu'il est jamais aussi heureux que lorsqu'il a des adversaires ou un adversaire, lorsqu'il est mis en état de compétition. Il en a plusieurs à l'heure actuelle, de toute façon, y compris son Premier ministre, encore qu'il est difficile de bien distinguer ce que veut faire son Premier ministre. Tous les uns après les autres ont mis bas les masques. Mais je crois, et on va le développer, j'imagine que mes camarades ont des avis sans doute différents, je crois qu'il est légitime d'être celui qui aura le plus de voix à la primaire de la gauche. Est-ce que c'est votre avis, Gérard Carreau? Parce que les coups de boutoir, là, se multiplient, y compris hier de Manuel Valls. Oui, vous posiez la question, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a un précédent? Évidemment, il n'y a aucun précédent. Il y a eu 3 présidents qui se sont représentés. Il y en a eu 4 même, parce que Giscard a été battu. Mais je voulais prendre les 3 autres. Mitterrand en 88... Jacques Chirac en 2002 et Nicolas Sarkozy en 2012. Et dans les 3 cas, ces présidents ont été quand même le candidat naturel de leur famille. Il n'y a pas eu de défection spectaculaire, de lâchage monstrueux à son égard. Donc c'est bien quelque chose de sans précédent. Alors, effectivement, François Hollande, et là je dirais c'est le paradoxe du président normal. Ce n'est pas un président normal et il en donne lui-même la preuve. Car si c'était un homme normal et un président normal, vu la situation, vu le contexte, vu les sondages, vu les lâchages, vu tout ce qui se prépare Oula, encore... je vois où vous voulez en venir. Eh ben, il aurait dit je ne me représente pas. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec Charles Villeneuve qui dit que c'est naturel. Non, mais si c'était un homme normal, il aurait dit bon ben c'est pas possible. Quand on arrive devant une montagne de difficultés comme ça, bon ben il vaut mieux sortir dignement. Mais Gérard, est-ce qu'un président de la République Non, mais je faisais la réflexion. Oui, j'ai compris. Parce que c'est lui qui se présentait comme un homme normal pour faire un peu de cinéma au début de son mandat. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas un homme normal. Lui, au contraire, sa façon de voir les choses, c'est de dire plus ça va mal, plus ça se déglingue, plus je tombe, plus je coule, l'agonie et heureuse, plus je vais remonter. Alors Robert Namias, Michel Cotta, dites-nous qu'un Premier ministre, Manuel Valls, évite de dire que le président est le candidat naturel de son camp. Comment vous l'interprétez? Est-ce que c'est une rupture de confiance définitive? Non, moi je voulais dire quand même, avant, pour clore cette discussion sur Hollande face à l'adversité, moi j'ai été très impressionné mercredi par son discours au Louvre à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Mitterrand, parce que par sa volonté de s'assimiler complètement à Mitterrand et de dire ce qu'a vécu Mitterrand, et vous le savez tous ici, il a eu des hauts, des bas, etc. Moi, je suis face aux outrages, et face aux outrages, je tiendrai aussi bien que lui. Et ça me paraît être un moteur absolument capital. Répondez-moi sur Manuel Valls. Oui, non, on est d'accord, pour lui. Non, mais le parallèle ne tient pas du tout, puisque Mitterrand, quand il s'est représenté en 88, il avait... Mitterrand, quand il s'est pas représenté encore. Mitterrand, quand il s'est représenté, lui, il bénéficiait, il avait connu effectivement des vicissitudes. Il y avait eu notamment l'école privée, etc. Mais il avait retrouvé une forme de santé politique. On est d'accord. Tandis que l'autre ne l'a pas. Non, mais je veux dire quelque chose. C'est pas dans l'instant qu'il se compare à Mitterrand. C'est pas à la veille d'un deuxième mandat. C'est à la veille. C'est voilà, ma carrière, c'est celle-là. Et au fond, j'ai aussi l'impression que plus il est attaqué, et plus il justifie sa candidature. Alors Robert Namias, les attaques quand même, et je le rappelle, viennent de son Premier ministre, celui qui se fait appeler Monsieur Loyal. Est-ce que je vous pose la question, c'est une rupture définitive, ces propos qu'il a tenus hier? Il a quand même dit sa colère et la honte des militants socialistes. Les mots sont durs après le livre sur François Hollande. Oui, alors pour répondre à votre question, moi je voudrais reprendre la première que vous posiez, qui est... Un jour vous répondrez. Non, pas du tout. Non, mais c'est important. Est-ce que c'est sans précédent? Parce que tout est sans précédent.
en fait. Et dans la photographie de la situation politique d'aujourd'hui, en effet, tout est sans précédent. D'abord, il y a quelques chiffres. Giscard, qui a été battu par Mitterrand, il était à plus de 35 ou 36% de popularité lorsque il s'est présenté à la présidentielle. Ne parlons pas de Mitterrand qui était à plus de 50, puisque c'était en période de cohabitation. Chirac, qui était très faible, on pensait même que Jospin pouvait l'emporter, était encore à 30% de popularité. Sarkozy était à plus de 30% de popularité. Il faut quand même rappeler, parce que c'est tellement hallucinant qu'on n'arrive même pas à le croire. Quand on donne le chiffre, on ne le croit pas. Quand le Sevipov donne 4% de popularité, ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, ça n'a plus aucun sens politique, ça ne veut plus rien dire. Ça veut dire simplement que ce président est rayé pour les Français. Sauf pour lui-même, effectivement. Mais pour répondre à votre deuxième question sur Valls, il est en effet, apparemment, en partie, et on l'a bien vu cette semaine, on a entendu les propos, ou on a vu les attitudes de Barthelone, qui n'a même pas assisté au discours qu'il a fait à la Fondation Mitterrand. Il s'est levé, manifestement, alors on dit qu'il avait un ordre du jour et un programme personnel. Il avait prévenu avant. Non, enfin, pas du tout. En réalité, bon, on sait très bien qu'il n'a pas digéré les petites phrases de Hollande dans le livre de David et l'homme. Et on a entendu Cambadélis qui se pose des questions lui-même, le premier secrétaire du parti, et on a entendu Manuel Valls. Et là, effectivement, on est dans une situation non plus qui est absolument sans précédent. Le précédent Premier ministre qui vraiment a marqué ses distances avec un président de la République, c'est Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac, il a démissionné en 76. Oui, Charles Villeneuve. En 76. En fait, j'ai l'impression, à partir de ce que vous dites, que personne ne peut empêcher François Hollande, sauf lui-même. Parce que, est-ce que vraiment Manuel Valls, par ses coups de boutoir répétés, il peut obliger François Hollande début décembre à dire je n'y vais pas? Non, mais pour moi, la dernière nouveauté après les sorties de Manuel Valls, c'est qu'il a installé l'idée de son éventuelle candidature à la présidence de la République. Bon, pour autant, il faudra qu'il sorte de son fauteuil de Premier ministre et qu'il se présente, à mon avis, à la primaire de la gauche. Bon, il n'a pas le choix. Passer par la primaire. En ce qui concerne, j'allais dire François Mitterrand, François Hollande, enfin, on le sait, je vais pas dire quelque chose de révolutionnaire, c'est la stratégie du roseau. Il plie. Mais il a beaucoup plié le roseau. Mais il ne rend pas, il ne s'oppose pas parce qu'il ne veut pas risquer l'hypothèse d'être déraciné. Il plie parce qu'il est intimement persuadé qu'il est le plus légitime à obtenir un score supérieur à tous les autres éventuels candidats à la primaire de la gauche. Et moi, je le crois. Michel, non, c'est intéressant parce que ça explique la stratégie ou la difficulté de la stratégie de Valls. Bon, effectivement, François Hollande plie, attend les coups, se baisse, se remonte, se relève, etc. Donc, il faut dire que pour Manuel Valls, c'est très difficile parce qu'il a dit il ne trahirait pas, il ne serait pas dans la position du traître. Et la ligne de crête est très difficile. Comment est-ce que vous n'êtes pas dans la situation de trahir, mais à la fois vous êtes bien, lui, il se sent obligé d'incarner quelque chose de nouveau, puisque, comme dit Barthelone, maintenant Hollande n'incarne plus rien, il n'a pas l'incarnation de rien. Donc, il faut dire que la stratégie du Premier ministre répond indirectement à celle du président de la République. Ouais, et la problématique de Valls, elle est d'autant plus compliquée que même si les sondages ne sont que des sondages, et si tout homme politique normalement constitué dit qu'il ne s'y intéresse pas, tout homme politique normalement constitué, au contraire, s'y intéresse passionnément à la veille d'une élection, et c'est le cas de Valls comme des autres. Or, il voit bien qu'il n'a pas aujourd'hui de chance d'arriver au second tour et pas même de faire plus que ce qui est annoncé quasiment pour François Hollande. Non mais c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, non seulement Valls il est sur une ligne de crête, mais il est sur un chemin si étroit que on voit mal comment il pourrait le rassembler, le Parti socialiste derrière lui, bien évidemment. Et non, mais enfin clairement. Et le risque de Valls, c'est d'être défait comme Hollande, face notamment à la gauche du parti, et face notamment à Montebourg. Je pense qu'il n'a pas d'illusion là-dedans. Non, mais je pense qu'il n'a pas d'illusion maintenant. Il sait très bien que de toute façon, la gauche sera battue. Simplement, c'est l'espérance d'une campagne électorale qui ressemble à quelque chose par rapport à une campagne électorale si c'est une déroute au primaire face à Montebourg, c'est pas terrible. Il est vrai que selon les sondages, aucun candidat, mais restons prudents, estampillé Parti socialiste ne paraît en mesure d'accéder aujourd'hui au second tour de la présidentielle. Oui, il y a deux atouts du François Hollande dans une situation que je qualifierais
d'honnêtement désespérés. Mais pourquoi vous le dites en souriant? Mais je le dis en souriant parce que ça s'est jamais vu. Parce que ça s'est jamais vu. Non, il a pas dit en souriant. Il a octé. C'est une façon de juger, je crois, objectivement une situation. On peut pas dire autre chose qu'elle est terriblement désespérée. Ou désespérément terrible. Oui, ou désespérante. Bon, alors les deux choses qui jouent en faveur de Valls, c'est que personne n'est en mesure de sortir de la boîte aux candidats, et de faire autour de lui, de créer une dynamique et un mouvement. Voilà. En 2007, Ségolène Royal, il y avait une situation qui ressemblait un peu à ça. Il y avait plusieurs candidats potentiels, aucun ne s'imposait vraiment. Et puis Ségolène Royal, dont on parlait pas, tout d'un coup elle surgit, la mayonnaise prend et elle devient la candidate, et elle prend même Hollande de vitesse. Alors, mais on dit qu'elle peut ressurgir. C'est le premier cas de figure. Aucun, pour l'instant, n'est sorti de la boîte. Deuxième cas. Et on n'en voit pas. Deuxième cas de figure, la seule façon pourrait être, mais je ne suis pas sûr que ça puisse apparaître, une pétition d'impeachment signée par... On en a parlé, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des velléités, elle n'aura pas lieu. Vous nous direz quel est votre avis? Parce qu'il n'y a personne qui ferait l'unanimité. Juste après pour le la pause, on va continuer à en parler de ces fistons flingueurs. Emmanuel Macron et Manuel Valls veulent-ils en venir à bout de tonton Hollande? C'est juste après la pause avec les grandes voix. Puis de votre débat. Et nous parlons de cette situation inédite à gauche avec à la une du Figaro Magazine cette semaine. Les deux fistons flingueurs, Macron, Valls, sont-ils la gâchette politique facile, Robert Namias, et surtout veulent-ils vraiment régler le cas de tonton Hollande? Est-ce que c'est le scénario envisagé? En tous les cas, il n'y a pas de place pour deux, ça c'est clair. Même si, fondamentalement, ils ne chassent pas sur les mêmes terres. Et on le voit bien d'ailleurs. Valls, il est fondamentalement à gauche, il est vraiment ancré à gauche, il est ancré au PS, il est à la droite du PS, il est ce qu'on veut, social-démocrate, social-libéral, appelez-le comme vous voulez, mais il est fondamentalement, il a cette culture de gauche, d'abord historique pour lui-même, et culturelle depuis 20 ans, et il l'est vraiment. Son problème, c'est effectivement de refédérer le PS et rien d'autre. Et c'est sa difficulté puisque, effectivement, il s'est coupé d'une bonne partie du PS et d'une bonne partie de la gauche du PS, y compris des aubryistes. Bon. Donc, il est là le problème de Valls. Mais, en même temps, effectivement, cette social-démocratie lui permettrait de grappiller un peu sur le centre. Macron, il est vraiment, d'ailleurs lui-même dit ni droite ni gauche, ce qui ne veut rien dire. On voit bien quand même que lorsqu'on interroge, en tous les cas, dans le cadre de sondages actuels, il est majoritaire à droite et pas à gauche. Bon. Et donc, la vérité, c'est que pour l'instant, Valls ne pouvant pas rassembler sa gauche, Macron a plus de chances d'aller tirer les centristes sur la droite que Valls de rassembler de son côté. Est-ce que c'est votre avis? Oui, je crois surtout qu'ils ont deux objectifs différents. Je pense que l'objectif d'Emmanuel Macron est quand même d'essayer de se présenter tout de suite, c'est-à-dire pour 2017, parce que là c'est capital. Je crois que l'objectif d'Emmanuel Valls, il sait très bien, il est tout à fait lucide et conscient, il sait très bien que la gauche n'a pas de chance de gagner. Simplement, c'est le Parti socialiste, le parti d'après. C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que Manuel Valls, là, il se sent obligé d'y aller en sachant que la gauche va perdre. Il y a un peu de ça, parce que juste avant l'apparition du livre, quand Manuel Valls disait qu'il serait loyal au président, c'est vrai, il pense que ce livre a changé. Ça a changé vraiment tout à fait profondément la dimension du président de la République. Et il est contre cette dimension-là. Alors, lui, il se dit, après, qu'est-ce qui se passera après? Après, il est question de l'avenir du Parti socialiste. Ou d'un autre parti qui portera un autre nom, d'ailleurs. Son idée ancienne est reprise par Hollande. Pourquoi est-ce qu'on a vu cette semaine un rapprochement spectaculaire entre Cambadélis, qui jusqu'à présent était le premier secrétaire du parti, qui jusqu'à présent avait beaucoup soutenu Hollande, et qui là est en train de se préparer éventuellement à soutenir, c'est parce que après, que deviendra la gauche? Au fond, Macron, c'est qu'est-ce que je deviens tout de suite, et Valls, c'est que devient la gauche après. Ah ben voilà, c'est clair, Gérard Carrero. Oui, dans ce match, alors puisque vous les appelez comme ça, les fistons flingueurs. C'était à la une du Figaro Magazine. Oui, voilà. Dans ce match des fistons flingueurs. C'est bien vu. Oui, c'est très bien, oui. Valls, lui, il a fait des pas importants
parce que c'est pas mince que de parler de la honte et de la colère pour lui qu'il étreint et la honte que ressentent les militants socialistes. On se dit, 1, 2, 3, quel va être le troisième? La troisième pierre, le troisième caillou aurait été de dire, et dans ces conditions, je vais tenter moi-même. Je vais moi-même essayer de défendre ma famille. Il ne peut pas le franchir. Il s'impose la fidélité à son pacte de fidélité. Lui-même est fidèle au pacte de fidélité à l'égard de Hollande. Donc ça le bride. Par contre, donc vous nous dites aujourd'hui Macron, attendez, j'ai pas dit Macron. Non mais c'est important, oui. que Valls ne démissionnerait pas. Non, je n'en sais rien. Vous. Je n'en sais rien. Pour l'instant, il a franchi 2 tiers du chemin. Il n'a pas franchi le 3e tiers, mais il peut le franchir la semaine prochaine, le 3e tiers. Par contre, Macron, lui, et on l'a moins vu, en tout cas, ça a été moins repris dans les médias. Il a dit des choses encore pires que Valls à l'égard de Hollande. Il le dit avec le sourire. Alors il a dit 2 choses qui me paraissent terribles. Il a dit, parlant de Hollande, la transparence n'est pas une exhibition. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il qualifie le président de la République politique, une forme d'exhibitionnisme à travers le bouquin des 2 journalistes. Et puis il dit également, et c'est aussi quelque chose de très important au niveau de celui qui veut être président éventuellement, c'est l'autorité exige le mystère. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu auprès des grands présidents, que ce soit Mitterrand ou que ce soit le général de Gaulle. Et là, effectivement, donc ça veut dire que Macron, ayant dit des choses comme cela, et il a un avantage sur Valls, ce qui n'a pas de parti à convaincre lui. Il peut y aller devant l'opinion, seul devant l'opinion, et s'il le fait, alors là, il peut devenir la Ségolène Royal de 2007. Voilà les 2 stratégies des 2 fistons non, mais ils ont la même conviction tous les 2. C'est-à-dire laquelle? C'est-à-dire que François Hollande sera battu de toute façon, et 2 qu'il ne devrait même pas se présenter, qu'il devrait laisser la place. Sauf que tous les 2 sont en train, à mon avis, évidemment, d'obtenir un résultat tout à fait contraire, c'est-à-dire de convaincre François Hollande d'aller encore plus se présenter et de leur démontrer à tous, y compris à ces 2-là, de toute façon, qu'il fera mieux qu'eux. Robert Namias? Oui, je voudrais ajouter un dernier mot, c'est que dans ce combat entre Macron et Valls, Valls a un poids politique que n'a pas Macron. Alors Macron peut tenter de l'avoir apparemment par dans les les sondages, élections. on le voit pas. Oui, mais un vrai poids politique. C'est pour ça qu'il se présente. Donc c'est pour ça que Macron tente d'avoir une légitimité au niveau des présidentielles que Valls a sur le plan politique. Et la vraie question maintenant pour les 2 alors. Et la vraie question pour Valls peut-être, c'est ce qui va se passer après. Dans une hypothèse Juppé qui est quand même très envisagée partout, y compris dans les sphères de la gauche, y compris à Matignon. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Juppé si Juppé est élu? Comment on organise la recomposition politique et quelle sera la place de Valls dans cette recomposition politique? C'est pour ça il faut déjà qu'il se déclare comme candidat, ou l'un ou l'autre. Mais il y a un risque. Parce que sinon, tout le reste est du bavardage. Si Juppé gagne, il peut casser le Parti socialiste. Mais on n'en est pas encore là, les grandes voix, puisque la primaire de la droite et du centre est en cours. Et justement, on va en parler avec les propos ambigus de Nicolas Sarkozy. Il ne votera pas Marine Le Pen en cas de duel avec le PS en 2017, mais il se défend ce matin dans le journal Nice Matin d'avoir changé de position sur le Nini. Le tout sème quand même un peu le trouble sur sa stratégie. Le débat après la pause. Dans l'actualité, c'est une phrase qui provoque des remous dans son camp et pose beaucoup de questions sur la stratégie de Nicolas Sarkozy. On l'écoute chez nos confrères de BFM TV RMC. Alors depuis cette phrase, Nicolas Sarkozy tente de préciser ses propos, comme ce matin dans le journal Nice Matin, Michel Cotta, où il affirme qu'il n'est pas pour la fin du Nini aux élections locales. Mais enfin, est-ce que cette séquence vous surprend, vous a surpris ? Non, ça me surprend pas vraiment parce que oui, on ne s'attendait pas à ce qu'ils disent entre Hollande et Marine Le Pen, je choisirais Hollande. Encore qu'il le dit moins clair que ça. Mais enfin bon, alors c'est effectivement contraire à sa théorie. On a beau dire, c'est lui qui a institué la théorie du Nini, c'est-à-dire ni Front National ni socialiste. Donc ça a l'air vraiment d'un revirement. Et ce revirement, on voit quand même une stratégie qui se dessine. Il n'arrive pas, son orientation droitière, comme on dirait, sur l'immigration, sur la sécurité, n'arrive pas à enrayer sa chute. Donc il se dit à un moment donné, si ça n'enraye pas sa chute, il faut essayer autre chose. Et donc on peut essayer un coup de chapeau ou un rapprochement de la gauche. Bon, mais du coup,
ça a complètement désorienté tout le monde, y compris à l'UMP, où ils ne savent plus du tout. Alors, c'est vrai qu'il y a du désarroi à gauche, mais là, apparemment, il y a eu du désarroi à droite. Donc, c'est une stratégie qu'il a essayé d'orienter, de réorienter, et ça n'a pas marché. Et pourtant, sur le terrain, Gérard Carriot, quand on écoute ses meetings, il ne dit absolument pas cela. Il reste sur ses fondamentaux, Nicolas Sarkozy. Oui, alors il y a le terrain, et puis il y a les tréfonds de l'opinion. Il se rend bien compte, parce que il sent bien qu'il a, quand il va dans des meetings, il fait du monde, il signe des livres, il a un enthousiasme, etc. Mais il est trop fin politique pour ne pas se rendre compte que pour l'instant, il y a quelque chose qui ne prend pas, qui ne marche pas. De la même manière qu'en 2012, il y a un moment donné où effectivement, peut-être un certain excès dans les meetings, qui marche formidablement bien dans les meetings, marche beaucoup moins bien quand il s'agit de convaincre des gens qui sont moins militants et moins acharnés que lui. Du coup, je pense que il aurait parfaitement pu répondre à Bourdin que de toute façon c'était un problème d'école et que ça ne se poserait jamais. Et donc il n'avait pas à répondre. Il a répondu ce qu'il a répondu en disant pas de gaieté de cœur, donc laissant entendre qu'il voterait à gauche si le cas se présentait, parce que je crois qu'il se rend compte qu'il faut essayer d'aller... Ça prouve qu'il n'est pas en très bonne posture. Il se sent pas en bonne posture. Comme dit Michel, d'ailleurs, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit à peu près là, dans des termes légèrement différents, je dis la même chose. Il se rend compte qu'il faut aller chercher, parce que la posture extrêmement droitière, au fond, elle incite les radicaux, les plus droitiers, à aller voter pour le Front National. On dit, finalement, si c'est pour prendre des lignes comme celle-là, ils peuvent aller voter pour le Front National. Donc, si je veux les récupérer et les empêcher d'aller là-bas, il faut que Charles je fasse une Villeneuve, réflexion. Robert Namias, est-ce que vous interprétez ces propos de la même manière? C'est un petit peu, on va pas dire désespéré comme François Hollande, mais c'est une tentative pour reprendre la main. En période de sport d'hiver, au moment des primaires, ce sera quasiment l'ouverture. Oui, donc. Et là, on est quand même dans un slalom géant, quoi. Et dans la godille aussi, hein, et dans la godille aussi. Voilà, on peut, bon. En tous les cas, dans le zigzag et la contradiction. Et effectivement, j'ajouterais à ce que dit Gérard, effectivement, que c'est plutôt le fait de quelqu'un qui objectivement voit bien que sa campagne ne fonctionne pas et tente, après avoir été très très à droite, de grappiller quand même ou de récupérer quelques voix parmi les plus modérés à droite. La vérité, c'est que fondamentalement, le choix que Sarkozy a fait est un choix qui m'est apparu moi-même d'ailleurs plutôt gagnant au début et qui s'avère perdant, et je pense que Sarkozy en a pris tout à fait conscience. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait une campagne totalement à droite, sur l'identité, sur l'immigration, pratiquement pas du tout sur l'économie et sur rien d'autre, fait qu'il a laissé tout le champ à Juppé alors qu'il pensait qu'il allait souffler Juppé comme un blast, et que finalement, les gens vraiment à droite et à l'extrême de la droite votent maintenant pour Marine Le Pen. Donc la vérité, c'est que il est en corner, oui. Sarkozy. Alors, c'est pour ça qu'il tente d'en sortir, et on va voir dans les 3 semaines qui viennent à nouveau quelques zigzags et quelques coups de slalom, à mon avis. Mais Charles Villeneuve, vraiment, quand on lit ce matin ses propos dans le journal Nice Matin, il dit qu'il ne revient pas sur le nini pour lui. Il est revenu. Voilà, 48 heures après, il dit mais non, mais ma politique et ma position, c'est quand même le nini. La présidentielle, d'abord, c'est exceptionnel, et puis deuxièmement, ça ne se posera pas. Merci Charles Villeneuve, je donne la parole à Robert Namias. Pardon, Charles. Non, moi je crois, vous êtes contrairement à passionné. mes camarades, qu'il s'est surpris lui-même et qu'il a été plutôt coincé. D'ailleurs, vous allez le voir dans la dernière interview qu'il va accorder dans la presse écrite, beaucoup plus clairement qu'il ne l'a fait encore dans Nice Matin. Il revient sur le nini. Il revient pourquoi? Parce que ça le déporte à gauche ou au centre. Or, il n'a pas intérêt à perdre ou à affaiblir sa droite, parce qu'il vise d'abord le premier tour. Il voulait tuer le match dès le premier tour avec 5 ou 6 points d'avance. Il est dans cette traîne-là. Il y croit encore. Mais je pense qu'il y croit encore parce qu'il reste une inconnue dans la primaire de la droite. Et c'est vrai qu'il reste une inconnue. C'est le nombre de votants qui viendront. Un certain nombre de ceux des organisateurs d'ailleurs, et ne serait-ce que le président du comité d'organisation, croit qu'il y aura, et il est intimement persuadé qu'il y aura beaucoup de monde qui viendront voter. Il y a 10 000 d'ailleurs, Robert 225. l'a vérifié hier. 10 225 bureaux. 10 225 bureaux, plus que la primaire de la gauche précédente, etc. Mais je crois, enfin, il sait
et là Gérard disait qu'il est trop fin politique, et c'est vrai, il sait que ça sent l'eau aussi. Il sait de toute façon qu'il faut qu'il trouve une autre martingale pour essayer de mobiliser. Et il a l'énergie nécessaire. Il est très bon en meeting, on sait qu'il accepte, mais les meetings, finalement, ne viennent que les convaincus, ou presque. Et oui, Et les donc, sympathisants, les partisans. Charles, il a bien vu qu'il y avait deux France aussi à travers les meetings. Il y a la France, pour simplifier à l'extrême, il y a la France du Midi, la droite du Midi, la droite du Midi qui est nettement plus sarkozyste. Son fief. C'est fief. Et la droite du Nord de la Oui, mais France. ça n'est même plus tout à fait oui, mais exact. c'est On tout en à a fait parlé ça. avec Falco à plusieurs Mais reprises, mais c'est juste. ça joue. D'ailleurs. Non, il y a un courant, il y a un courant. Et c'est celle dans les meetings qui va... Que le député, que le sénateur maire de Toulon, on l'a Hubert dit Falco, beaucoup. qui a gagné, et il s'est présenté dans 17 élections qui a gagné, qui est moi je dis qu'il renifle formidablement, c'est un truffier, il sait où est la Normal, truffe. c'est le il a pays pris du ça. parfum. Bon, Après loi de tout à grâce, fait. hein. Et que lui Galde. rejoigne Juppé, c'est un séisme dans le Var. Et Il faut vous savoir. avez été les premiers à le dire. Donc au fond, Michel si Cotta. tout le monde est d'accord, la petite phrase de Nicolas Sarkozy disant « je vote Hollande » est une erreur. Si on pense tous que il est sur le terrain de l'extrême de la droite, et que par conséquent ça ne sert à rien de faire un geste de semi-ouverture qui en plus qui le dénie le lendemain, donc c'est quand même une erreur. C'est une erreur. Donc, Pour moi, voilà. c'est Les une erreur. interviews de Oui, Nice Michel, matin c'est une montrent erreur qu'il a pris étant de donné, court. voilà. Bien sûr. Michel, il a tout fait durant cette campagne pour faire revenir au bercail Oui. tous les électeurs qui l'ont quitté en 2012 pour voter pour le Front National. ou J'entends pour bien, voter je dis ça. d'autres. Donc c'est une Et erreur. donc, C'est Alors, une erreur et donc, il a une c'est un autre contresens. stratégie, Nicolas Sarkozy, une stratégie qu'il développe vraiment, Gérard Carrero, c'est la stratégie anti-Bayrou. Est-ce qu'elle peut fonctionner contre Alain Juppé? Parce que quand Nicolas Sarkozy vise Bayrou, derrière, il y a Alain Juppé. Je crois que ça porte. Alors c'est une limite, c'est pas ça qui fera probablement la primaire. Pas seulement ça. Mais c'est vrai que, comme il martèle à chaque fois dans les meetings, si vous voulez une politique, en gros, si vous voulez une politique de gauche, c'est pas la peine de voter pour moi, votez pour la gauche, et c'est quand même Bayrou, et l'argument suprême, c'est quand même Bayrou qui, en se ralliant à Hollande, en se ralliant à Juppé, il va faire la même chose. Sous-entendu, Juppé va faire une politique de gauche, il le dit d'ailleurs clairement, Juppé va faire une politique de compromis avec la gauche, et il donne un certain nombre d'exemples. Ça, je pense que c'est assez payant pour la droite. C'est plus, à mon avis, c'est plus habile de dire ça que de faire le coup du nini qui a été, à mon avis, une erreur. Parce que l'épouvantail Moi, je suis Bayrou, ça marche. Sauf que ça marche pas non plus. Ah bon? Oui, non, ça Sauf que dépend. ça marche pas non dépend. plus. Ça dépend. Ça dépend. Dans son fief sur la côte, c'est fief. Disons Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, ça marche. Oui. Ça marche. C'est beaucoup Vous les avez fiefs raison. du Front National aussi. Il n'empêche pardon. que Juppé Moi, je monte. ne pense pas que Juppé ça- monte malgré les Je ne attaques pense contre pas que Bayrou. ça Et joue, voilà. parce que je ne pense pas que ça joue, parce que la question est de savoir, en fait, pour reprendre le classique de René Raymond, il y a trois droites. Le problème, c'est qu'elles font pas trois tiers, et que à un moment donné, il y en avait deux et demi, c'est-à-dire que l'extrême droite ou la droite extrême était toute petite, puis il y avait une droite bonapartiste dure et une droite centro-libérale. Bon, il semble que Juppé, incarnant plutôt cette droite centro-libérale, soit un gros ventre aujourd'hui, que la droite extrême de Marine, incarnée aujourd'hui par Marine Le Pen, est très puissante, et la question est de savoir où se situe la troisième droite, celle que veut Eh bien, incarner on la Nicolas cherche Sarkozy. et on va Mais continuer à en Bayrou parler. est un repoussoir, On et va Bayrou est un continuer. repoussoir Mais comme pour tout le monde, autrefois le pas pour Canuet. On va continuer les grandes voix à en parler après la pause. Mission publique est toujours pour le moment sur l'actualité politique. Avec cette question, Michel Cotta, on a dit que l'entourage de Marine Le Pen aurait fait pression pour que Marion Maréchal Le Pen annule sa participation à l'émission politique sur France 2. Est-ce qu'il faut y voir une rivalité grandissante entre les deux femmes, la nièce et la tante? Je dirais ponctuellement, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Donc Marine Le Pen a été invitée par la rédactrice en chef de France 2. Elle a dit non tout de suite parce qu'elle voulait attendre son programme qui sera fini vers novembre. Là-dessus, avec un réflexe journalistique qu'on aurait eu nous-mêmes, immédiatement, Alix Bouillagé a rappelé Marion Maréchal Le Pen qui a dit oui, trop contente effectivement de figurer dans une émission de ce genre, mais sans avoir officialisé ça. Et là tout de suite est tombé le verdict qui est non, j'ai refusé, tu n'as pas accepté. Voilà. En même temps, c'est normal que ce soit la candidate, c'est-à-dire qui porte vraiment et incarne le projet, Alors, qui je soit peux pas vous dire que la tête de gondole, si je puis dire. Je pense pas que c'est une amitié profonde entre les deux. Hein. Je pense pas tête de gondole. Mais... Oui, c'est pas le meilleur mot, mais il est venu comme ça. Je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit le meilleur climat possible, mais je pense que dans son parti, voilà, Marine Le Pen est complètement incontestée pour le moment, qu'il n'y a même pas de tentative de Marion Maréchal Le Pen de lever le petit doigt, mais même si elle est
pas tout à fait si elle est. Bon, c'est la rivalité un peu fantasmée Voilà. pour les journalistes aussi, non? Voilà, non, mais Ouais. c'est surtout une rivalité que l'on veut voir comme deux extrêmes droites. Là, c'est plus deux droites ou trois droites, c'est Les deux extrêmes droites. droites. L'une plus libérale économiquement, et l'autre, au contraire, reprenant quelques thématiques de la gauche, voire de l'extrême gauche. Marine Le Pen serait sur ce terrain, tandis que Marion Maréchal serait dans le libéralisme total, etc. Bon, la vérité est bien plus complexe. D'ailleurs, je salue le travail du Monde, du journal Le Monde, qui a fait cette semaine un très bon numéro sur Marine Le Pen et l'extrême droite, et montrant bien que les thématiques de l'extrême droite sont celles de Marine Le Pen comme celles de sa nièce. Je pense simplement que dans cette question de l'émission de télévision, mais ça va au-delà, c'est que effectivement, par contre, Marine Le Pen, elle veut absolument jouer d'une normalisation de son image. On peut appeler ça une image normale. Alors pour le coup, d'une normalisation dans le monde politique. La dédiabolisation, elle l'a réussi. Maintenant, c'est vraiment On est dans la normalisation. Et on conclut sur ce et sujet. Marion Maréchal la gêne sur ce terrain-là. Oui, alors moi, plus que l'histoire entre les deux Le Pen, ça effectivement, il y a un jeu de pouvoir, il y a des tas de choses. Mais moi, ce qui m'a intéressé, et d'ailleurs Le Monde l'a bien expliqué, c'est que on comprend que Marine Le Pen, cette fois-ci, veut le pouvoir, et qu'elle a compris que pour occuper le pouvoir, il y avait d'abord des élections législatives après l'élection présidentielle, qu'il faut donc avoir des candidats, etc. Et je vous donne juste un chiffre, parce que je sais qu'on n'a plus le temps. 2/3 des cadres du FN auront été remplacés en Voilà. 2 ans dans les départements. Ça veut dire Et quelque ça montre chose. une volonté Ça veut pour le dire changement. plus professionnel, générationnel, professionnel. Et on va garder et du politique. temps, les grandes voix, pour un sujet très important. Et c'est la suite de cette émission. C'est une plongée dans l'enfer de Daesh à Mossoul. Exécution, guerre asymétrique ou comment les terroristes tentent d'organiser le chaos. Le débat des grandes voix d'Europe 1. Sonia Mabrouk. C'est une véritable guerre asymétrique. Les djihadistes tentent d'installer le